Bonjour chers philosophes ou chers scientifiques philosophes ou philosophes scientifiques. Donc l'objet de cet audio aujourd'hui est de faire connaissance avec le philosophe, l'un des fondateurs de ce qu'on appelle le cercle de Vienne et l'un des défenseurs de ce qu'on appelle l'empirisme logique ou le positivisme logique. Donc, faire connaissance avec lui, mais également aller dans le sens de l'appropriation de ses principales thèses à propos, bien sûr, de l'activité scientifique. Rudolf Carnap est né en Allemagne. Il a vécu de 1891 jusqu'à 1970, semble-t-il. Il a surtout une formation en mathématiques, en physique et un peu plus tard en philosophie. Il travaille essentiellement, ou il a travaillé essentiellement sur les fondements de la physique et a participé à la fondation du Cercle de Vienne avec essentiellement Schlick, Maurice Schlick, en 1924. De 1924 à 1935, il était un membre actif, bien sûr, de ce cercle. Et je dirais qu'en 1935, il a immigré aux États-Unis, il est parti aux États-Unis, particulièrement devant la montée du nazisme. Il était depuis, à ce moment-là, professeur à l'Université de Chicago et à l'Université de Californie. Il est le représentant le plus en vue, je dirais, de ce qu'on appelle le positivisme logique ou l'empirisme logique, l'un des courants philosophiques majeurs dans les années 40 et 50. Son projet principal consistait à unifier le savoir scientifique par la constitution d'un langage rigoureux fondé sur la logique formelle ou symbolique afin d'éliminer le concept et les problèmes vides de sens. On a appelé bien sûr ce projet d'unification du savoir, bien sûr, le physicalisme, puisque ultimement c'est la physique qui serait la discipline qui pourrait réunir les autres savoirs sur le plan scientifique. Reprenant et développant la distinction entre les propositions ou les énoncés empiriques, protocoles d'expérience et les énoncés logiques qu'on appelle analytiques ou tautologiques, il tenta de réduire la logique elle-même à une pure question de syntaxe, donc de forme, c'est-à-dire en faisant le lien au rapport entre les signes dans les propositions, la considérant comme un système de conventions libres choisi par le logicien, en appliquant ainsi ce qu'il a défendu en tant que première thèse, que je vais présenter un peu plus tard, ce qu'on appelle le principe de tolérance. Avant de commencer, bien sûr, la présentation des 6 thèses de Carnap, permettez-moi d'introduire justement une clarification conceptuelle concernant le concept empirisme. Alors, l'empirisme est considéré comme une doctrine que l'on oppose habituellement au rationalisme et à l'apriorisme, a priori. Et c'est une doctrine selon laquelle toute connaissance serait fondée sur, ou bien issue de, ou bien dérive de, ou prend sa source dans l'expérience sensible. Dans sa forme radicale, l'empirisme soutient contre l'idéalisme qu'à la naissance, l'esprit humain est une feuille parfaitement blanche. C'est la thèse qu'avait défendue John Locke en 1690, où seule l'expérience est source d'idées et pas autre chose. Tous les concepts
de même que l'ensemble des relations logiques qui les unissent, serait donc issu de l'expérience sensible et pas issu d'autre chose. Donc, il n'y a pas d'innéisme. Cette thèse, bien sûr, va à l'encontre complètement des thèses innéistes. Donc, l'idée selon laquelle tout pourrait provenir de nos capacités innées, en quelque sorte. Même si pour certains empiristes, certaines connaissances triviales, comme les vérités logiques, certains énoncés analytiques, certaines évidences, certains énoncés de base, certains axiomes, etc., sont plutôt établis par la seule raison, tous les empiristes, cependant, vont nier l'existence d'un jugement synthétique a priori, c'est-à-dire d'un énoncé synthétique a priori, comme un énoncé acceptable. Avec Locke, Berkeley, David Hume, Mill, l'empirisme a été à la source des succès de la méthode expérimentale et de son affranchissement progressif des mathématiques et autres formes de savoir. L'empirisme a donc été amené, je dirais, à concevoir l'acquisition du savoir, l'acquisition de la connaissance, comme un lent processus d'auto-apprentissage limité uniquement par les possibilités d'observation et d'expérimentation. Autrement dit, l'empirisme va considérer que les seules connaissances possibles proviennent du pouvoir de l'observation et de l'expérimentation, ce qui va bien sûr poser des problèmes et va être à la source de ce qu'on appelle la limite des connaissances scientifiques. Il a donc contribué, ce faisant, à faire mal paraître les systèmes métaphysiques, puisqu'on ignore toute provenance, bien sûr, de la connaissance d'autre chose que la capacité des sens, bien sûr. L'empirisme a ainsi connu une grande faveur avec la philosophie analytique. Il a été à la source du positivisme logique, ou ce qu'on appelle également l'empirisme logique. Les défenseurs de ce positivisme logique vont jusqu'à justifier l'induction et à faire de la vérification non seulement un critère de choix entre les théories, mais aussi un critère de signification cognitive. Et cette notion de signification est une notion extrêmement importante chez les positivismes et particulièrement, bien sûr, chez les partisans ou les fondateurs bien sûr, de ce positivisme-là, comme Hempel, Nagel, Carnap lui-même ou bien Morris. Passons maintenant à la présentation, bien sûr, des principales thèses de Carnap, ce père, d'une certaine façon, bien sûr, des fondateurs du Cercle de Vienne. Je vais présenter, bien sûr, Carnap en 6 points. Donc, pour mieux illustrer en guise de point de départ la problématique de la philosophie des sciences telle qu'elle a en un sens dominé jusqu'aux années 60, la présentation de ces thèses-là va être extrêmement importante et très révélatrice de ce qu'on appelle donc les idées du positivisme logique qu'on retrouve à travers l'œuvre de Carnap. La présentation ne vise pas à présenter la philosophie de Carnap lui-même, car c'est essentiellement en sémantique et en logique inductive que Carnap a fait ses percées majeures, mais je dirais, pour le bénéfice de notre démarche, ma référence à Carnap en philosophie des sciences va nous donner une meilleure conception de la science telle que l'épistémologie contemporaine l'a d'abord véhiculée, puisque c'est
à la faveur de la contestation de ce modèle carnapien que les autres théories épistémologiques, celle de Popper, celle de Kuhn, celle d'autres épistémologues bien sûr, à la faveur de du modèle carnapien que donc ces autres théories vont se développer. Ces thèses concernent premièrement ce qu'on appelle le principe de tolérance, deuxièmement l'élimination des pseudo-problèmes, troisièmement les fondements des mathématiques, quatrièmement le physicalisme et l'unité de la science, l'idée selon laquelle on réduit toute connaissance à la physique, cinquièmement la thèse sur la vérifiabilité, la confirmabilité et la testabilité. L'idée de testabilité, on va la trouver d'une façon importante chez Popper. Et sixième thèse concerne ce qu'on appelle communément la portée cognitive des jugements de valeur, des énoncés de valeur et pas des énoncés de faits. Alors, on va donc voir ces thèses-là une à une avant de conclure, bien sûr. Commençons dans l'ordre par la thèse 1, c'est-à-dire sa thèse sur ce qu'on appelle le principe de tolérance. Carnap a toujours porté une attention particulière à la formulation précise dans laquelle une thèse philosophique se donnait et pouvait, ou alors une théorie, bien sûr philosophique, se donnait et pouvait au mieux se donner. Au point de départ de cette recherche des formes de langage, pour trouver la forme la plus appropriée de l'activité scientifique, on trouve chez Carnap une attitude de neutralité, une forme de neutralité vis-à-vis des formes de langage utilisées par les diverses écoles philosophiques ou les théoriciens scientifiques. Comme il considère habituellement que tout savoir prend la forme d'un langage et que tout langage, pour être accepté dans le domaine de la science, doit obéir aux critères de signification, donc considérant cette attitude de neutralité vis-à-vis de toutes les formes de langage est une attitude d'acceptation a priori donc des théories avant de les juger à leur propre mérite. En disant cela, je ne suis pas en train de dire que Carnap était indifférent à ces diverses formes, mais parce qu'il voulait conserver la même attitude d'ouverture d'esprit à l'égard de chacune d'entre elles, dans le but de les évaluer mutuellement et équitablement selon leur propre mérite, à ce moment-là, il donnait, on va dire, une chance à toute forme de langage, à toute théorie de faire valoir ses mérites. Cette attitude de neutralité requise au point de départ, même Carnap, qu'on trouve elle-même chez Carnap, dans la syntaxe logique de langage, a été considérée comme l'expression de ce qu'on appelle justement le principe de tolérance. Ce n'est donc qu'après une enquête minutieuse concernant les diverses formes de langage, donc les diverses formes de théorie, donc les diverses formes de langage existants, il est possible qu'un choix bien fondé pourra être fait en ce qui a trait au meilleur langage possible, donc en ce qui a trait à la meilleure théorie possible. Et cela, qu'il s'agisse de choisir un langage total et unique pour toute la science, épistémologie générale, ou bien qu'il s'agisse de choisir des langages partiels mieux adaptés aux objectifs spécifiques, épistémologie régionale, ou alors de chaque science ou de chaque famille de sciences. Ainsi donc, une science ou une philosophie sont la mise en œuvre chez Carnap d'un langage qui possède certaines potentialités pour rendre compte
du réel, de sorte que la question de choisir un langage adéquat compte tenu des fins poursuivies et des objectifs est une question qui, pour Carnap, revêt en quelque sorte la première importance. Maintenant, pour le deuxième point, ou la deuxième thèse, qui s'intitule « Élimination des pseudo-problèmes ou bien des faux problèmes », je commencerai par dire que être neutre pour pouvoir ensuite être tolérant ne doit pas nous amener pour autant à être indifférent et à tout accepter, à juger que tout se dit sous des formes équivalentes et qu'aucune discrimination ne peut être faite parmi les énoncés et les phrases effectivement produits par les scientifiques et par les philosophes. Carnap est d'avis, entre autres, qu'en philosophie, tout comme en science, de nombreux problèmes sont de faux problèmes, des problèmes qui disparaissent ou s'évanouissent dès que les enjeux sont clarifiés et dès que les formes logiques des énoncés sont bien analysées. Ainsi, on pourrait dire que, d'après Carnap, plusieurs des thèses de la métaphysique traditionnelle deviennent ainsi, aux yeux de cet auteur, en vertu de leur structure logique interne ou de la nature de leur constituant linguistique, ça devient des pseudo-thèses, des énoncés, des phrases qui n'affirment rien pour la bonne raison que ces phrases sont mal construites au regard de la logique ou de la syntaxe logique du langage. Ainsi, ces phrases mal formées ou ces énoncés mal formés sont dépourvus de toute signification cognitive et n'ont pas de contenu savant significatif. Ces pseudo-phrases paraissent être donc des phrases authentiques comme si, de fait, elles affirmaient quelque chose alors que ce n'est pas le cas. Dans ces cas, ces énoncés ou bien ces mots qui sont utilisés sont très chargés émotivement et ce n'est pas faire le même type d'acte de langage, d'acte de discours, que d'exprimer son émotion ou bien d'exprimer une proposition. Dans une proposition, bien sûr, il y a ce qu'on appelle un contenu propositionnel signifiant, alors que dans l'expression d'une émotion, on ne fait que exprimer tout simplement ce qu'on ressent. Une phrase qui exprime une proposition est susceptible d'être dite vraie ou fausse, elle est donc vérifonctionnelle, mais une phrase qui exprime une émotion n'est pas susceptible de vérité ou de fausseté et ne constitue pas ainsi un énoncé qu'on appelle vérifonctionnel sur lequel on pourrait bien sûr se prononcer sur le plan de sa valeur logique. Ainsi, toutes les grandes thèses de la métaphysique sont, pour Carnap, des pseudo-thèses et les énoncés qui les expriment sont des pseudo-énoncés. Quant aux questions d'où ces thèses tiennent origine, d'où ces thèses proviennent, elles sont, bien sûr, considérées comme des pseudo-questions. Un énoncé, il y a un Dieu dans cet univers, ou encore la réalité est antérieure à la conscience, sont considérés comme des pseudo-phrases où l'âme s'en va au ciel, etc., sont considérés pour lui comme des pseudo-phrases et pas des phrases qui ont un contenu signifiant. Ils n'ont pas ce contenu signifiant parce que leur validité, si validité il y a, tient à la structure logique du langage dans lequel elles sont formulées et non pas à leur conformité avec un quelconque donc, état de la réalité. Or, ces énoncés se présentent comme portant sur le monde, ils sont donc trompeurs, ce sont de faux énoncés empiriques. Un énoncé empirique authentique doit pouvoir être contrôlé
en une certaine manière par voie de vérification observationnelle ou expérimentale. Mais de tels énoncés métaphysiques ne sauraient se prêter à un tel type de contrôle. Ces énoncés métaphysiques sont donc rejetés en dehors de la science parce qu'ils n'ayant pas de signification logiquement acceptable. Voilà donc ce que je voulais dire à propos de ce qu'on appelle donc la deuxième thèse. Ceci dit donc à propos de cette thèse concernant l'élimination des faux problèmes, allons vers la troisième thèse qui concerne les fondements des mathématiques. Pour Carnap, une distinction nette et quasi absolue doit être faite entre les énoncés empiriques, dont les ambitions sont de nous apprendre quelque chose sur l'état de notre monde passé, présent ou futur, et les énoncés non empiriques, parmi lesquels il faut compter, à première vue, les énoncés mathématiques. Il faut dire que l'une des préoccupations majeures de Carnap consiste à octroyer un statut logique précis et rigoureux aux énoncés mathématiques et à la construction d'un langage idéal pour la science qui utilise les énoncés mathématiques. Autrement dit, il voulait essentiellement donner un statut logique aux mathématiques. Pour Carnap, les énoncés valides des mathématiques sont analytiques, dans le sens spécifique qu'ils sont vrais dans tous les cas possibles et qu'en conséquence, ils n'ont aucun contenu factuel ou variable. La question de la scientificité comme question épistémologique n'est pas indépendante donc de la question du statut des mathématiques dans la mesure où toutes les disciplines scientifiques, et même des fois non scientifiques, ont recours à un titre ou à un autre aux mathématiques, soit dans la formulation de leurs hypothèses, soit dans la formulation de leurs résultats. Donc, une philosophie de la science qui ne peut rendre compte de la validité des mathématiques, c'est-à-dire qui ne peut fonder les mathématiques, serait une philosophie de la science stérile et inutile. Passons maintenant au point 4, ou à la thèse 4, physicalisme et unité de la science. Je dirais donc que pour Carnap, mis à part la question du statut logique des mathématiques qu'on vient de traiter, la philosophie de la science cherche le statut logique des discours empiriques ayant une prétention à la vérité. Le problème, ceci dit, alors le problème devient rapidement celui de savoir quel langage, puisque une science est un langage, quel langage pourra servir à formuler les vérités des diverses disciplines parlant à un titre ou un autre de notre réalité, de notre monde. Carnap opte d'abord pour un langage de phénomène, un langage phénoménaliste, c'est-à-dire un langage où toute réalité est décrite en termes de sensations simples du corps, et ensuite un langage dont les seules phrases possibles sont des phrases concernant des choses matérielles perceptibles par les sens et qui décrivent des propriétés observables également de ces choses-là. Quand je dis des propriétés observables, c'est dur, c'est blanc, c'est rouge, c'est chaud, c'est froid, etc. Bref, un langage de choses qu'on appelle. Dans la mesure où Carnap croyait que la tâche de la philosophie consistait à ramener toute la connaissance possible à une base certaine, le choix d'un langage de choses semblait, puisque c'est le seul, semblait évident et semblait s'imposer, puisque c'est le seul qui puisse contenir exclusivement des termes
observationnels purs. Des termes observationnels purs, à titre d'exemple, la Lune, la Terre, cet animal, cette chose en particulier que je peux percevoir, etc., etc. La thèse physicaliste de l'unité de la science serait donc qu'il est possible et souhaitable de construire un langage total de la science comme un langage de choses et de n'admettre comme réalité scientifique que des entités ou des choses qui, directement ou non, pourront être décrites en termes observationnels purs. De sorte que le langage de la science sera unifié si les énoncés de la sociologie seraient réductibles à ceux de la psychologie, les énoncés de la psychologie seraient réductibles à ceux de la biologie, et ces derniers énoncés de la biologie, enfin, réductibles à ceux de la physique et de la chimie. C'est la raison pour laquelle on appelle ça la thèse physicaliste. Le système de connaissances scientifiques serait ainsi donc intégré, je dirais, par le recours à un unique langage, donc unique science, unique langage servant à la formulation de tous les énoncés valides empiriquement. Maintenant, pour les termes théoriques de ces sciences, ces termes-là seront considérés comme ayant une signification, pour autant qu'on puisse les réduire par le jeu de règles de correspondance à des énoncés d'observation. Voici donc pour cette thèse de la réduction ou le réductionnisme ou le physicalisme. Je passe maintenant à la thèse 5, vérifiabilité, confirmabilité, testabilité. Les trois termes doivent être scrupuleusement distingués, surtout qu'ils servent, entre autres, à bien marquer la transformation de la pensée de Carnap. Dans un premier temps, je dirais que Carnap donc est très proche du sensationnalisme et du principe de vérifiabilité des théories. Pour lui, l'édifice de la connaissance est conçu comme un système vaste et solide qui représente le réel. Pour lui, les seules phrases pourvues de signification sont les phrases susceptibles d'une vérification ou d'une réfutation définitive en termes de correspondance avec la réalité. Mais prenant progressivement conscience de ce que les phrases qui expriment des lois scientifiques ne sont jamais susceptibles donc d'une telle vérification, l'adoption d'un autre critère, de vérification, équivaudrait d'une certaine façon à les bannir hors de la science comme étant insignifiantes parce que non vérifiables. D'où l'idée de remplacer le critère de vérifiabilité par celui de la confirmabilité. De cette manière, Carnap voulait pouvoir retenir comme scientifiques les énoncés exprimant des hypothèses à propos d'événements qui ne sont pas observables de l'univers physique, hypothèses qui ne pouvaient jamais faire l'objet d'une vérification complète sur une base observationnelle sûre et pure. C'est pourquoi l'on dira plutôt qu'une phrase exprimant par exemple une hypothèse quelconque est pourvue de signification si elle est susceptible d'être plus ou moins confirmée ou infirmée par des faits, par des évidences. À cet égard, il est facile de voir que divers degrés de confirmation sont concevables et possibles et qu'une hypothèse est susceptible d'être confirmée jusqu'à un certain point ou encore que deux hypothèses concurrentes pourront être considérées, le cas échéant, comme
inégalement confirmé ou infirmé, ce qui fournira, on s'en doute donc, un critère rationnel pour sélectionner l'hypothèse la plus valable et la plus possible. De confirmer, bien sûr. Cette idée de degré de confirmabilité sera plus tard, bien sûr, développée par Carnap à l'aide du concept de probabilité. L'idée donc de confirmabilité est aussi à distinguer de l'idée plus forte, bien sûr, de testabilité qu'on va retrouver plus tard chez Popper. Une phrase qui est dite confirmable par des événements potentiellement observables est de plus testable s'il est possible de spécifier une méthode permettant de produire et de reproduire à volonté de tels événements, car pour tester, il faudrait que les choses puissent être répétées et que les événements puissent être répétés. L'idée de testabilité est liée à l'exigence suivante. Pour qu'une phrase du langage de la science soit acceptable comme telle, elle doit s'avérer traduisible dans une phrase qui concerne exclusivement des propriétés observables. L'idée donc de confirmabilité est liée à l'exigence plus faible suivante. Une phrase est scientifique pour autant qu'elle peut se réduire à une phrase qui spécifie les concepts utilisés en termes observationnels. C'est la méthode des réductions des énoncés, méthode dans la sémantique qu'on retrouve dans la sémantique de Carnap. Dernière thèse qui concerne la portée cognitive des jugements de valeur. Maintenant, l'une des thèses les plus importantes de Carnap, qu'il partage avec d'autres philosophes du cercle de Vienne, concerne la nature logique des énoncés exprimant des jugements de valeur et non pas exprimant des jugements de fait. Du type « aime ton prochain comme toi-même », la démocratie est le meilleur des systèmes, la liberté est la plus importante des valeurs, l'égalité est une bonne chose, etc. Donc ce genre de jugement. Mis en contexte, je dirais, un énoncé exprimant un jugement de valeur sera considéré chez Carnap comme valable empiriquement sur la base de l'examen de l'objectif qu'il poursuit, ce jugement-là. Il est donc tout à fait acceptable de considérer qu'un énoncé ne perd pas son caractère d'énoncé empirique s'il contient un ou des termes qui ne sont pas descriptifs, mais plutôt normatifs. Ainsi, donc, un jugement de valeur doit être traité comme un énoncé empirique. Par exemple, il est moralement et politiquement bon de redistribuer la richesse d'une façon égalitaire à toute la population si on veut abolir la pauvreté. Cet énoncé est un énoncé considéré par lui comme étant empirique confirmable. Cet énoncé affirme quelque chose qui peut être contrôlé par des observations considérant bien sûr les résultats obtenus. Voilà donc la fin de cet audio-là concernant donc les thèses de Carnap, et on pourrait bien sûr toujours en discuter un peu plus tard dans le cours. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.